Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nos e-débats, vous le savez, ils suivent de près l'actualité. Alors l'affaire dite des fadettes, révélée par la presse, est une affaire d'État. Oui, une affaire d'État et il faut le dire. Et la nomination d'un avocat à la chancellerie, que nous saluons comme un geste d'apaisement adressé par le gouvernement, cette nomination n'y change rien. Il est inadmissible, oui, inadmissible que des dizaines d'avocats, sans lien direct avec l'enquête, sans aucune suspicion de commission d'infraction, que ces dizaines d'avocats aient été surveillés pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Notre émotion et notre colère est grande, mais elles ne tiennent pas qu'à notre situation. En nous espionnant, c'est le secret professionnel et donc nos clients que l'on a mis sous surveillance sauvage. En nous espionnant, c'est la démocratie qu'on met sous cloche. Par ailleurs, et nous le savons, d'autres professions à secret peuvent faire les frais de ces interceptions. Écoute en tout genre. Les journalistes, avec le secret des sources, connaissent les mêmes attaques que les avocats avec le secret professionnel. La semaine dernière, le Canard enchaîné révélait qu'un de ces journalistes que nous connaissons bien, Dominique Simoneau, avait été placé sur écoute. Ces affaires, elles sont redoutablement dramatiques. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le redis, il faut que nous nous interrogions collectivement sur un éventuel projet de réforme des textes qui régissent les écoutes et les interceptions de correspondance pour que plus jamais des enquêteurs puissent se sentir autorisés de procéder à de telles mesures. Alors, je sais bien sûr que le sujet est sur le bureau du nouveau garde des Sceaux. Je sais qu'il est sensibilisé à cette question. Je sais aussi que des parlementaires sont sensibilisés. Le président de la République ne peut rester ni silencieux, ni inactif face à une telle atteinte aux principes fondamentaux. En lisant la presse ces derniers temps, j'ai parfois eu l'impression de me retrouver dans les motions que nous votons régulièrement au Conseil national des barreaux en soutien à nos confrères menacés dans d'autres pays. Mais c'était bien de la France dont il s'agissait et dont nous allons parler avec nos invités. Honneur aux femmes, car j'avais peur de me sentir bien seule quand j'ai vu le programme, me demandant même si ce sujet n'était pas réservé à la gente masculine. Alors, Élise Arfi, merci d'être avec nous. Vous nous faites le plaisir d'être présente. Vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes ancienne secrétaire de la conférence et vous avez, je le sais, beaucoup de choses à nous dire. Monsieur Jacques Dallès, procureur général près la Cour d'appel de Grenoble. Je vous salue également. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Monsieur Vincent Pénard, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, membre du Conseil national des barreaux, membre de la Commission Liberté et Droits de l'Homme. Vincent, merci d'être présent. Et monsieur Thomas Charat, avocat au barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux, président de la Commission Droit et Entreprises, animera nos débats. Merci à tous, je vous remercie. Thomas, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec une première question qui est la suivante. C'est finalement, est-ce que les avocats sont des écoutables comme les autres? Alors peut-être une première réaction de Vincent Pénard d'abord. Oui, merci Thomas, bonjour à tous également. Le secret professionnel, avant de parler des écoutes, le secret professionnel est une obligation qui est mise à la charge de l'avocat et qui recouvre à la fois la relation entre l'avocat et le client
et à la fois les secrets dont l'avocat, par son activité professionnelle, est récipiendaire, notamment le secret de l'enquête. Il s'ensuit que ce secret-là, qui est mis à la charge de l'avocat, bénéficie de protection, notamment en matière d'écoute ou en matière d'interception de correspondance. Ce sont les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale qui prévoient les règles en la matière, et notamment, il est interdit de retranscrire des conversations entre un avocat et son client, comme entre un journaliste et ses sources d'ailleurs, comme entre un magistrat et quand il est en activité professionnelle, sauf lorsque cette écoute, puisqu'il y a quand même une écoute, mais il n'y a pas de retranscription, cette écoute laisse apparaître qu'une infraction est en train d'être commise par les différents correspondants. À l'issue, cette retranscription, sauf s'il y a véritablement une infraction, doit être détruite, c'est l'article 100-6, et en tout état de cause, le bâtonnier de l'ordre des avocats doit être préalablement averti à la mise sous écoute d'un de ses avocats. Pareillement, d'ailleurs, pour un magistrat, les chefs de juridiction doivent être parallèlement informés au préalable. Voilà à ce stade un point du droit sans aucune interprétation. Merci Vincent Pénard. Peut-être Monsieur Dallest, en complément ou en réaction, effectivement, les avocats sont-ils donc écoutables comme tout le monde? Oui, ils sont écoutables s'ils ont participé directement à une infraction pénale, comme sont écoutables des magistrats, des enquêteurs, des journalistes. Personne n'est au-dessus de la loi pénale si cette personne, justement, est impliquée dans une infraction. Alors, c'est tout le débat. Qu'est-ce qu'on appelle une infraction pénale? Est-ce que des conversations peuvent révéler la commission d'un délit de vol, d'une préparation à une organisation criminelle quelconque, ou s'agit-il d'une autre infraction qui serait plus problématique, genre violation du secret de l'instruction, violation du secret professionnel? Et donc, il n'y a pas de tabou dans notre code de procédure pénale français. Comme le dit Maître Pénard, il y a des obligations, une réglementation très stricte, s'agissant notamment des écoutes concernant un avocat. Tout ça doit se faire de façon légale, ne serait-ce que pour une raison toute bête, c'est la validité de cette conversation, de ces écoutes, si elles étaient ordonnées. Donc tout ça est inséré dans des prescriptions du Code de procédure pénale que tout magistrat doit respecter, se doit de respecter s'il veut les utiliser. Merci. Peut-être Élise Arfi encore sur cette question en complément, en réaction à ce qui vient d'être dit. Même de son. Ah. Vous m'avez entendu ou... Élise vient de perdre la connexion à Zoom. Donc... Ah, d'accord. Alors, continuons et on reviendra dessus. Question que je vais d'Olivier Charles. Ne devrait-on pas prévoir des règles particulières pour les écoutes incidentes lorsqu'une conversation avec l'avocat du client sur écoute est interceptée et retranscrite? Est-ce que Vincent Pénard ou M. Dallest voudraient réagir à cette question? Oui, je veux bien. Il faut peut-être définir ce qu'est une écoute incidente. En fait, les écoutes sont possibles sur des numéros de téléphone identifiés et par hasard, des enquêteurs qui écoutent quelqu'un qui écoutent un numéro ou qui interceptionnent un numéro de téléphone, peuvent tomber sur une conversation entre une personne qui n'est pas l'utilisateur habituel de ce numéro de téléphone et un avocat. Là aussi, la difficulté vient de l'appréciation, si vous voulez, de l'enquêteur qui est derrière son poste d'écoute, de l'enquêteur, de savoir est-ce qu'il y a une relation avocat-client entre les deux interlocuteurs, est-ce qu'il y a une relation source-journaliste entre les deux interlocuteurs, ce qui pose une véritable difficulté puisqu'on a une sorte de filet dérivant, notion sur laquelle on reviendra peut-être,
avec des écoutes qui durent assez longtemps, et puis on attend de voir ce qui peut en sortir, avec parfois ces écoutes incidentes qui posent une difficulté. Normalement, l'article 100-6 dont j'ai parlé tout à l'heure du Code de procédure pénale vient résoudre cette difficulté. Elles doivent être détruites, du moins si les retranscriptions sont effectuées. La question qui se pose, c'est de savoir si les écoutes elles-mêmes, c'est-à-dire la fixation sur un support numérique des enregistrements des conversations, doivent aussi être détruites. Et là, c'est un petit peu plus difficile pour répondre à ce stade. Oui. En complément, je crois qu'il faut utiliser, si on utilise les écoutes téléphoniques, qui peut être un moyen de preuve, vous savez, qui est donc prévu par le Code de procédure pénale, il faut le faire d'une main tremblante. Pour paraphraser une expression ancienne, je crois qu'on le sait bien, les droits de la défense sont intangibles, comme le droit à l'information ou un certain nombre d'autres grands principes. Et donc, tout ça doit être fait de façon extrêmement prudente. J'ai souvent expliqué à des collègues, à des jeunes collègues, que tous les moyens n'étaient pas bons pour connaître la vérité d'une affaire. Il y a des choses dont on doit s'interdire, et notamment dans le respect du principe de loyauté, dans la recherche des preuves qui s'impose à tous les enquêteurs et aux magistrats. Et donc, il y a une balance qui n'est pas toujours facile à faire entre la recherche de la vérité, et notamment dans des affaires de criminalité organisée, par exemple, de grande délinquance, qui est aussi une mission importante, et la protection des droits de la défense, la protection du secret des sources, la confidentialité des conversations entre l'avocat et son client, est un curseur qui n'est pas toujours facile à mettre. Comme vous dites, la notion de filet dérivant qui peut évidemment inquiéter pose question. C'est-à-dire qu'on laisse une écoute durer un certain temps, un instant, une conversation miraculeuse apparaîtra. Ça se fait couramment en matière de délinquance organisée. Des individus suspectés d'être des malfaiteurs sont placés sur écoute en espérant qu'à un moment ou à un autre, ils révéleront des éléments sur une opération X ou Y. Je pense qu'en matière d'écoute concernant un avocat, profession protégée, réglementée, il faut être extrêmement prudent et s'abstenir de ce genre de pratique. Merci, Monsieur Dallest. Alors, je retranscris et vous me direz. Alors, un internaute nous dit, sauf erreur, la communication de factures détaillées et de bornage d'appels téléphoniques d'avocats ne sont soumis à aucune règle particulière. Alors, si c'est le cas, est-ce que l'un de vous deux ou les deux, vous pensez qu'il faudrait effectivement légiférer, mettre en place des règles particulières ou l'existant vous semble suffisant? Alors, peut-être pour lancer cet échange, il faut revenir à la définition du secret professionnel. Le secret professionnel, c'est la protection de la relation avocat-client, une relation de confiance, qui débute par ne serait-ce que le nom du client. Le nom du client est soumis au secret professionnel. Et le fait que par la réquisition qui permet aux enquêteurs de se faire remettre par les opérateurs de téléphonie la liste des appels avec une géolocalisation a posteriori du lieu de connexion des différents téléphones, ça pose une vraie difficulté de respect du secret professionnel par les enquêteurs, puisque quand ils ont une liste, on revient à la notion de filet dérivant, quand ils ont une liste de numéros de téléphone, il suffit qu'ils arrivent à identifier les différents numéros de téléphone pour savoir qui est le client ou qui est susceptible d'être le client de tel avocat, ce qui pose une véritable difficulté. Pour autant, c'est vrai qu'il n'y a pas de législation, à ma connaissance, spécifique en matière de réquisition de fadettes et de géolocalisation, ce qui pose un autre problème, la géolocalisation, puisqu'elle peut même être faite en temps réel. Ce sont les nouvelles techniques d'enquête. Et là, ça pose une véritable difficulté, puisqu'effectivement, il n'y a pas de protection particulière pour le téléphone d'un avocat, que ce soit d'ailleurs un téléphone fixe ou un téléphone mobile. Merci. Peut-être en réaction, Monsieur Dallest, ce qui vient d'être dit. Oui, en l'état, alors vous savez qu'il y a un certain nombre de procédés que le Code de procédure pénale envisage, notamment pour lutter contre le crime organisé, ce qu'on appelle la captation à distance, l'IMSI Capture, la sonorisation.
la géolocalisation, qui sont autant de procédés qui sont décidés, qui ont vocation à déterminer si la personne se livre à des infractions pénales. Mais s'agissant des avocats, aucun texte ne le permet officiellement, sauf encore une fois à ce que l'avocat qui serait visé participe lui-même à une association de malfaiteurs et soit un membre actif. Mais on ne peut pas sonoriser un cabinet d'avocats, on ne peut pas géolocaliser un avocat. Rien n'est dit sur les fadettes. C'est un terme d'ailleurs qui est rentré dans le langage courant. Je rappelle que ça signifie structure détaillée. Ça ne permet pas d'écouter un avocat, évidemment, simplement de connaître les numéros qu'il appelle, les numéros qu'ils sont appelés. Et ça, ce n'est pas prévu non plus dans les textes. Alors, comme toujours, lorsqu'il y a des absents, des manques dans le code, on se dit est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est permis, tout ce qui n'est pas formellement interdit, est-ce que c'est autorisé, ou l'inverse. Je crois que ce ne serait pas inutile de réglementer peut-être plus précisément cet aspect qui est toujours délicat de l'identification des numéros, donc les fadettes, qui manquent dans notre code de procédure pénale actuellement. De façon à aborder clairement l'action des services d'enquête et des magistrats lorsqu'ils veulent utiliser ce genre de procédé. Merci beaucoup. Alors, Élise Arfi est revenue parmi nous. Alors, peut-être une réaction à ce que vient de dire M. Dallest, ou un complément. Je n'entends pas Élise. Alors, peut-être Vincent, en attendant qu'Élise se reconnecte. Oui, un premier mot, il me semble, mais je suis en train de… Vous m'entendez? Pardon. Ah, Élise. Oui. Voilà. Élise a la priorité. C'est bon. Donc, oui, peut-être une réaction par rapport aux propos de M. Dallest ou un complément. Oui, ma réaction, c'est que je trouve qu'on joue un peu sur les mots quand même, quand on fait une distinction entre le contenu des conversations et les fadettes et les questions de localisation, en fait, vocat. J'entends bien que la retranscription des conversations obéit à un régime et que pour les fadettes, on n'est pas tout à fait… on puisse jouer vraiment sur les termes, mais ça fait partie du secret professionnel, évidemment. Savoir avec qui l'avocat est en contact, s'il est en contact avec ses clients, mais peut-être aussi avec des journalistes, avec des enquêteurs. Donc voilà, je trouve vraiment rigoureux à tous les niveaux, en fait, de tout ce qui permet de tracer l'activité de l'avocat. Vincent, je crois que vous vouliez effectivement apporter aussi un complément ou une réaction au propos de M. Dallest. Oui, je vous remercie. Alors, je n'ai pas trouvé le texte, mais sauf erreur, dans les articles 706, 73 et suivants sur la criminalité organisée, il est possible, sous certaines conditions, de sonoriser un cabinet d'avocats. Les garde-fous ou l'encadrement d'une telle sonorisation sont réglés de mémoire de la même façon que pour les écoutes et les articles 100 du Code de procédure pénale que j'ai cité tout à l'heure. La question des fadettes, puisque c'est l'actualité qui nous a conduit à faire ce e-débat, la question des fadettes, c'est la question du filet dérivant. C'est-à-dire qu'on essaie, pour recadrer les choses, l'autorité de poursuite enquêtrice essaie de savoir qui a pu donner une information violant un secret d'enquête à un avocat et cherche en partant de ce numéro, des numéros de téléphone de cet avocat, à savoir qui a pu l'appeler tel jour, à telle heure, et du coup, on procède comme une toile d'araignée, c'est-à-dire qu'on part de cet appel tel jour à telle heure, et puis après, on reprend, comme c'est souvent le cas en enquête, on reprend tous les numéros qui ont pu être entre la relation avec ce numéro, et on tombe sur d'autres avocats, et comme on tombe sur les avocats, on regarde les fadettes de ces numéros d'avocats, ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une toile d'araignée extrêmement vaste, avec autant d'atteintes au secret professionnel sur le nom ou l'identité possible des clients, ce qui pose une véritable difficulté. Ce qu'il faudrait essayer de privilégier à l'avenir,
c'est le caractère peut-être plus ponctuel ou plus précis des investigations quand elles sont faites, au lieu de proposer plutôt une sorte de filet à papillon pour attraper le plus d'éléments possible, et puis on les trie après, ce qui pose une véritable difficulté, surtout que la destruction des données ainsi recueillies n'est pas suffisamment encadrée en termes de respect du secret professionnel. Alors, j'ai vérifié dans le Code de procédure pénale, le 706-96-1 du CPP prohibe la sonorisation d'un cabinet d'avocat, comme d'ailleurs son domicile ou son véhicule. Dans le dernier alinéa, ce dispositif technique, la sonorisation ne peut concerner ces différents lieux. Ça renvoie aux écoutes téléphoniques. Donc là, il y a une inviolabilité pour une sonorisation éventuelle à ce stade d'après les textes. Je suis ravi d'avoir été plus pessimiste que vous, monsieur le procureur général. Alors justement, une question qui va d'abord intéresser évidemment monsieur Dallest et qui vous est d'abord destinée. Comment les magistrats apprécient-ils le lien de défense entre un avocat et un client? L'arrêt Herzog parle de quelques cas seulement, garde à vue, témoin assisté, mis en examen, poursuivi. Quid de l'audition libre ou du conseil antérieur à des poursuites? C'est-à-dire le lien de défense, pardon, j'ai mal saisi votre question. Alors, on prend le lien avocat-client, moi. À partir de ça. quel moment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien avocat-client? Exactement, le lien de défense avocat-client. Ouais. Oui, eh ben, ça c'est du cas d'espèce. C'est toujours pareil. C'est à partir de quel moment le client, la personne ou les proches de la personne concernée, quel type de relation l'avocat peut-il entretenir avec ses proches. Moi, je crois encore une fois que lorsqu'on se dessine ces relations entre l'avocat et son client, il n'y a pas d'autre terme, il faut être extrêmement vigilant, extrêmement attentif, extrêmement rigoureux. C'est là que le magistrat mandant, le magistrat instructeur ou le procureur doit être extrêmement attentif parce que les services d'enquête ne débordent pas ou ne s'autorisent pas à aller trop loin dans la recherche d'éléments d'information, dans les relations que l'avocat avec son client. Évidemment, je vous dis, là où il y a difficulté, et ce sera toujours le problème, c'est quand on suspecte l'avocat d'être impliqué, mis en cause dans une infraction pénale. Ça s'est déjà produit, j'ai eu malheureusement à en connaître dans le passé. Et donc là, il y a une intrication entre l'activité professionnelle de l'avocat, forcément, et cette activité illégale présumée qui pose question. Où commence l'intrusion dans la vie de l'avocat, où se termine-t-elle, alors que les choses peuvent être assez liées. C'est ça qui est difficile. Et le Code de procédure pénale essaye de concilier ces deux impératifs. Et ça je peux le comprendre, ne pas satisfaire le barreau, mais il y a quand même aussi la recherche de la vérité sur la commission d'une infraction pénale qui peut viser, encore une fois, n'importe qui, magistrat compris. Et voilà, donc c'est quelque chose qui peut se modifier. On pourrait dire un jour qu'il y a des interdits absolus, si le législateur le dit. Je ne suis pas certain qu'il aille jusque-là parce qu'on a aussi cette exigence de connaissance des personnes impliquées dans une affaire de délinquance, et notamment de délinquance organisée. Je reviens à ça parce que là-dessus, bon, évidemment, ou d'affaires de blanchiment, c'est une infraction qui peut guetter, je dirais, malheureusement, des avocats qui prêtent leur concours à une opération de recyclage. Vous voyez, c'est des choses où il faut être assez attentif, je crois. Et c'est valable d'ailleurs pour d'autres professions du droit, comme les notaires, par exemple, à leur rôle dans le montage d'un mécanisme juridique qui touche à de l'argent qui peut être d'origine illicite. Alors, une réaction, j'imagine, à la fois de Vincent Pénard et d'Élise Arfi, donc dans l'ordre que vous voulez. Élise? Bon, je vais commencer le temps qu'Élise. Sur la naissance de la relation avocat-client, c'est assez intéressant parce que c'est un débat qui est assez, à ma connaissance, et en doctrine et de manière jurisprudentielle assez faible. J'ai en tête l'exemple américain qui fait partir la relation client à l'échange d'une somme d'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment
un justiciable américain donne de l'argent à un avocat, ne serait-ce qu'$1, c'est le point de départ de la relation avocat-client. Ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir à cette notion-là, ce qui permettrait aussi aux enquêteurs d'être plus ou moins libres dans les interceptions qu'ils pourraient faire. Il y a une autre question qui a été levée par M. Dallest, c'est la question de la famille du client. La famille du client qui discute avec un avocat, que ce soit au téléphone ou directement, l'avocat reste soumis vis-à-vis de la famille du client à ses obligations de secret professionnel qui recouvrent le secret de l'enquête, puisqu'on peut poursuivre des avocats pour des violations de secret professionnel à ce stade-là, sauf à ce que, et là aussi c'est compliqué, à ce que plusieurs clients aient un même avocat et que il y a une possibilité de porosité entre les différents dossiers qui sont gérés par un seul et même avocat. Mais à un moment ou un autre, nos obligations professionnelles sont suffisamment sérieuses pour qu'on puisse bénéficier à tout le moins d'une présomption, là aussi, de bonne foi et de régularité de l'exercice professionnel pour qu'on ne puisse pas nous reprocher à tout craint de violer tous les articles du Code de procédure pénale. Un tout dernier mot sur l'infraction de blanchiment, et je sens venir, alors peut-être qu'on aura des questions à ce sujet, je sens venir la question de l'honoraire. Les choses sont très claires. On ne peut pas poursuivre un avocat pour blanchiment parce qu'il serait réglé de ses honoraires avec de l'argent dont la source est susceptible d'être le produit d'une infraction. C'est à mon avis, le noyau dur sur lequel il ne faut pas transiger. Après, l'avocat qui, dans le cadre de son activité, peut-être en rédigeant des statuts de société ou en participant à une opération de saisie immobilière ou à la rédaction de contrats, valide une opération de blanchiment, il est tout à fait logique qu'il soit poursuivi. Il y a eu des cas de poursuite d'avocats un peu partout en France et peut-être dans des régions que Jacques Dallest et moi-même connaissons plus particulièrement. Alors, Élise, peut-être en complément ou en réaction à ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Peut-être que je peux dire un mot. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Dallest? Non, ce que dit M. Pénard est intéressant, c'est le rapport de l'avocat à l'argent. Oui, moi je crois que c'est très important de dire qu'il n'y a absolument aucun. Oui, mais j'espère que vous m'entendez bien. Alors, vous m'entendez bien? Alors peut-être que le temps que la connexion se fasse, on a, et du coup je vais les ramasser, beaucoup aussi effectivement de questions sur les écoutes administratives, cette fois-ci des avocats, éventuellement dans le cadre de renseignements. On nous dit que le contradictoire n'existe pas et que nous avons rarement la preuve, a posteriori de l'interception des échanges des avocats. Est-ce qu'il y a une réaction, notamment là, de Vincent Pénard, peut-être là-dessus, dans un premier temps? Alors, c'est la difficulté de l'aspect secret de l'enquête. C'est-à-dire qu'avant la phase de contradictoire, qui peut, en cas d'enquête préliminaire, se faire jour à l'audience ou dans certains cas un tout petit peu avant, ou par l'ouverture d'une information judiciaire, on ne sait pas si tel et tel est écouté ou si tel et tel a fait l'objet de réquisitions pour obtenir les factures détaillées. Bon. C'est là que la presse entre en jeu, puisque elle, par les sources qu'elle peut avoir, est susceptible. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, j'ai l'impression, pour l'affaire d'actualité du parquet national financier,
on a finalement une violation du secret de l'enquête dont le journaliste assure une publicité, une information qui permet aux éventuelles victimes de cette violation de leur secret professionnel ou du secret des correspondances de pouvoir s'en plaindre. Mais sinon, on le sait qu'a posteriori. Et le doute de l'avocat qui est permanent, c'est de savoir si même dans le dossier qui est contradictoirement mis à disposition au cours d'enquête ou à la fin de l'enquête, est-ce qu'il y a tout? Et est-ce qu'un certain nombre d'éléments qui ont fait l'objet d'écoute ou d'interception ou de fadette sont ou pas dans la procédure? Il n'y a pas d'obligation des enquêteurs, d'ailleurs, de communiquer à l'autorité de contrôle, que ce soit le procureur de la République ou au juge d'instruction, l'intégralité des investigations. Il y a forcément un choix, et d'ailleurs dans les procès-verbaux, on le voit, le reste des interceptions n'apportant rien à l'enquête, nous ne retranscrivons rien d'autre. Donc là, on a peut-être un CD-ROM, donc il y a quand même du matériel, ou alors il n'y a rien du tout. Ça, on ne peut pas le savoir. En revanche, les écoutes administratives, il y a eu un long débat sur ces écoutes-là dans les années 80-90, et puis elles ont été peut-être plus durement réglementées. Aujourd'hui, normalement, ça n'existe pas. Sauf dans des cas très particuliers d'atteinte à la sécurité nationale, et se pose la question du terrorisme et de l'avocat d'une personne suspectée de participer à une entreprise terroriste. Là, est-ce que les écoutes administratives seraient susceptibles de recouvrir la relation avocat-client dans ce cas-là? Ça pose question, puisque là encore, ces écoutes administratives, elles sont théoriquement secrètes, absolument secrètes. Alors, si je peux compléter, j'ai avec moi un excellent manuel que vous connaissez bien qui s'appelle « Pratique de défense pénale » de François Saint-Pierre, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui évoque la question des écoutes administratives. Il y a un texte du Code de la sécurité intérieure, alors ce n'est pas notre code habituel, le Code de procédure pénale, qui indique que un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peuvent faire l'objet en gros d'une écoute administrative à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Hors de cette activité professionnelle, ces mêmes personnes peuvent faire l'objet de cette écoute administrative que sur avis obligatoire d'une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, réunie en assemblée plénière. Donc, il y a normalement un texte du Code de la sécurité intérieure qui interdit les écoutes administratives d'un avocat, en raison, encore une fois, de sa profession. Voilà. Après, mais pas de son client. Mais pas de son client. On peut écouter son client. Bien sûr. Et donc tomber sur une conversation avec l'avocat. Oui, bien sûr. Ça, à partir du client, on peut remonter à des magistrats, à des journalistes, à des avocats. Ça, c'est évidemment. Et vous le savez, ce que les enquêteurs remettent aux magistrats mandants, comme vous l'avez dit, c'est qu'une partie retranscrite des conversations intéressantes. Qu'est-ce qui n'est pas retranscrit? Alors, normalement, on doit pouvoir produire les supports d'enregistrement pour vérifier. Si un service d'enquête veut protéger un informateur, un indicateur, il peut très bien s'abstenir de retranscrire des propos l'incriminant. Et le magistrat ne le saura pas forcément. C'est comme si un service d'enquête faisait une perquisition et disent aux magistrats qu'ils n'ont pas trouvé d'éléments probants, alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est le lien de confiance qu'on doit avoir avec des services d'enquête, et que s'il est violé, c'est extrêmement grave. Et là, ça doit aboutir à des mesures fortes de la part de l'institution judiciaire s'il y a un acte de déloyauté manifeste des services d'enquête. Et on sait que dans le cas, on le voit dans certaines affaires en ce moment, qu'il peut y avoir, pour, encore une fois, obtenir un résultat, quelques entorses à la régularité, je dirais, des relations, de la sincérité des relations entre les enquêteurs. C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Ce ne sont que nos bras séculiers et qui ont une autonomie et une liberté d'action qu'on ne peut pas toujours complètement contrôler. Est-ce que Élise Arfi, vous arrivez à vous connecter? On vous entend? Alors, attendez. Je vais voir. Là, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on vous entend très bien.
Alors peut-être alors on va revenir parce que vous aviez une réaction tout à l'heure sur l'arrêt Herzog et les propos tenus à cet égard par Monsieur Dallès. Peut-être déjà vous entendre là-dessus. Oui, moi sur ces sujets, en fait, c'est plutôt presque sur l'angle. Alors c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants, mais j'écoute le débat depuis une demi-heure. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est un peu à la chasse de l'avocat délinquant. Donc moi, en réalité, c'est l'image aussi que ça donne par ce biais-là de notre profession qui me pose quand même problème, parce que les avocats n'ont jamais revendiqué en fait aucune impunité par rapport au comportement que peuvent avoir les uns ou les autres, que ce soit d'ailleurs dans l'exercice de leurs fonctions ou pas. En revanche, ce qui est insupportable, c'est que les avocats qui n'ont rien à se reprocher sont quand même écoutés, que dans les procédures pénales, souvent, on voit qu'il y a des retranscriptions de conversations qui portent gravement atteinte au secret professionnel, que rien n'est fait en amont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autocensure non plus des enquêteurs, qu'après, évidemment, vous pouvez faire des recours, mais une fois que le mal est fait, il est fait. Une fois que un procès-verbal a été versé dans un dossier à un moment donné, que tout le monde l'a vu, quand bien même au terme d'une procédure de plusieurs mois, voire années, on en obtiendrait la cancellation. Voilà, l'atteinte a quand même été commise et c'est irréversible. Et par ailleurs, il y a aussi des pratiques en procès, que moi j'ai pu voir dans des dossiers qui me visaient aussi personnellement, c'est qu'un peu c'est de la para-écoute, c'est-à-dire mon client qui parle à son frère et le frère qui dit tiens, j'ai parlé à l'avocat aujourd'hui, elle dit ça. Vous voyez, c'est aussi problématique ce genre de choses. Or, on voit qu'on les retrouve en procédure. Ce que je veux dire, c'est qu'en amont, il n'y a pas vraiment d'autocensure. C'est très, très rare, moi, les situations où j'ai vu sur des procès-verbaux de retranscription d'écoute qu'il était dit que telle partie ou tel passage d'une conversation ne pouvait pas être retranscrit parce qu'il portait atteinte au secret professionnel de l'avocat. Et merci. Et sur les écoutes administratives, est-ce que vous avez éventuellement un complément ou une réaction par rapport aux échanges de Vincent Pénard et de M. Dallès? Moi, je pense que quand même, il est quand même pas très difficile de faire la part des choses quand on met sur écoute un avocat, de voir s'il parle à des amis, de voir s'il parle à sa mère ou de voir s'il parle à un client. Je crois qu'en réalité, il ne faut pas non plus exagérer la difficulté de tracer quand même la frontière sur ce qui relève du professionnel, ce qui relève du personnel, par exemple. Merci. Alors, on a une demande de précision de la part d'un internaute qui nous dit de ce que je comprends, la ligne de l'avocat ne peut pas être mise sur écoute au regard, enfin, administrative, nous dit-il, au regard de sa profession. En revanche, son client peut être mis sur écoute et les conversations avec son avocat peuvent être écoutées. Est-ce que j'ai bien compris? Voilà, c'est un peu la question. C'est ça, c'est la difficulté. En fait, c'était un peu l'écoute incidente dont on parlait un peu plus tôt. C'est-à-dire, on n'écoute pas vraiment l'avocat. L'avocat ne fait pas l'objet d'une sonorisation ou d'une interception de ses correspondances. Mais comme on écoute un de ses clients, ben, on entend les discussions entre l'avocat et le client. Et ce que disait Elise Arfi est à ce point vrai, qu'il arrive qu'il y ait des retranscriptions de conversations avocat-client qui ne sont pas d'une manière stricte le reflet d'une infraction ou de la commission d'une infraction, mais qui pourraient laisser penser qu'il y a autre chose. Et comme par hasard, on les retrouve dans des procédures, ces procès-verbaux. Généralement, on a aussi des retranscriptions sur les discussions entre un avocat et un client au regard des honoraires. On a même des avocats, j'en connais, qui ont été entendus comme témoins dans des procédures où on demandait comment avaient été payés les honoraires. Enfin, il y a de toute façon tout un fantasme là-dessus, et les enquêteurs, comme peut-être l'opinion publique, mais bon, l'opinion publique c'est une chose, les enquêteurs c'en est une autre, qui veulent savoir comment et par qui les avocats sont payés. C'est du secret professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec Vincent, c'est un grand classique. Dès qu'il y a des discussions sur les honoraires, alors là, systématiquement, on peut être sûr qu'on va le retrouver dans le dossier parce que en fait, ça contribue à ternir un peu l'image de l'avocat, à affaiblir sa crédibilité. J'ai également vu des écoutes
dans un dossier, mais qui n'avait aucun rapport avec la manifestation de la vérité et qui était uniquement là, en fait, pour dégrader l'image de l'avocat, où le client me disait en parlant de moi, oui, je trouve qu'elle est un peu nulle, je suis très déçue, je pense changer d'avocat, etc. Bon, vous voyez, ce genre de choses. On sait très bien que c'est pour, en fait, donner une mauvaise image de l'avocat, entamer la relation entre le client aussi et l'avocat. Et je trouve ça vraiment déplorable. Alors là, c'est au magistrat de ne pas faire retranscrire ce genre de choses ou d'interdire la retranscription de ce genre de propos. Vous n'empêcherez pas les enquêteurs de les écouter, mais après, de là, les retranscrire et aller donc les acter en procédure, ça, c'est la responsabilité du magistrat de ne pas le faire. Parce que, évidemment, les histoires de l'avocat et l'argent, vous savez, on pourrait faire un séminaire entier, la justice et l'argent, l'avocat et l'argent, le juge et l'argent. Vaste, très intéressant d'ailleurs. Et bon, là-dessus, je pense que les choses sont acquises, hein, de vouloir penser que que l'avocat tire de l'argent d'un enquêteur, bah oui, comme d'une prostituée, c'est pas du proxénétisme. Il y a une cliente qui est prostituée qui lui donne de l'argent pour ses honoraires, mais il y a bien longtemps qu'on a dépassé ça. Enfin, normalement, hein, qu'un magistrat digne de ce nom ne va pas se poser de questions là-dessus, évidemment. En tout cas, il ne faut pas que le dossier, encore une fois, relate des éléments qui sont couverts par ce secret. Et donc, c'est vraiment de la responsabilité du magistrat d'y veiller, ce genre de choses, et du président d'audience de ne pas y faire référence à un moment ou à un autre. On est effectivement dans la relation de confiance entre l'avocat et son client, et ça n'a rien à faire dans un dossier de procédure. Merci. Alors, ça rejoint une question finalement, mais qui avait été posée, à savoir, les remontées à la chancellerie concernent-elles aussi des écoutes d'avocats en détail sur des conversations avec le client soumises au secret professionnel? Non, enfin, les remontées, enfin, sauf encore une fois à ce que l'avocat participe clairement à une infraction pénale, où là, on pourrait éventuellement faire remonter une actualisation du dossier en le faisant apparaître, mais en dehors de ce cas de figure qui est quand même très exceptionnel, hein. Moi, en quelques années de carrière, maintenant, je n'ai pas eu à mettre en cause beaucoup d'avocats. J'ai 10 ans juge d'instruction. Il m'est arrivé d'effectuer des perquisitions dans des cabinets d'avocats et dans des domiciles en présence du bâtonnier. Mais finalement, très rarement, jamais un moment très facile à vivre pour personne d'ailleurs. Heureusement, on a quand même très peu souvent affaire à un avocat indélicat. Il peut y avoir des avocats maladroits, des avocats inexpérimentés, des avocats naïfs. Et bien sûr, il peut y avoir des avocats retors et vicieux, évidemment, comme des magistrats. Mais heureusement que je trouve que dans ma profession, où vous êtes exposé à des risques, évidemment, d'être avec des clients qui exigent beaucoup de vous, qui veulent beaucoup de leur avocat. Le danger, c'est quand l'avocat peut devenir le complice, pas le complice pour une action criminelle, mais être l'intermédiaire dans des actes qui pourraient poser problème. Et c'est à l'avocat d'être suffisamment éclairé, vigilant, pour ne pas se laisser aller avec ce genre de pratique. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit se donner corps et âme pour la défense de quelqu'un, c'est le métier et la grandeur de l'avocat, mais avec cette distance saine. Il ne faut pas attention d'être l'obligé de son client, d'être redevable, d'être entre ses mains. Et là, évidemment, quand je parle de clients, je parlerai encore une fois de malfaiteurs qui savent aussi manipuler très vite les personnes qui sont autour d'elles. Thomas, on vous a perdu. Le micro de Thomas est coupé, je crois. Thomas, votre micro est coupé. Voilà, pardon, je vous prie de m'excuser. Justement, monsieur Dallest, puisque vous savez effectivement que vous êtes encadré par le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, on a une question justement à ce propos qui s'interroge justement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la géolocalisation d'un téléphone ou d'un véhicule d'un avocat ou des fadettes. Ça touche non seulement à la vie privée,
validation du dispositif de FADET, mais aussi le secret professionnel. Voilà, est-ce que vous avez justement un éclairage à nous apporter sur la jurisprudence de la CEDH en la matière ou ce qu'elle pourrait, le cas échéant, dire? La CEDH a une conception assez extensive des droits de la défense, elle a raison, comme des droits de l'homme en général. François Saint-Pierre cite un arrêt de la Cour de cassation qui a été reçu en 2014 qui dit bien que le droit à la preuve découle de la CEDH, article 6, il peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel. C'est encore une fois la balance entre ces grands principes, mais d'abord le secret professionnel intangible, et ça s'applique pas seulement aux avocats, mais à d'autres professions, évidemment, qui ne doit pas être entamé au profit de cette recherche de la vérité. C'est ça qu'il faut essayer de garder en tête, de ne pas être, les enquêteurs, les magistrats, être nubilés par la recherche de la preuve d'une infraction, même si c'est dans la démarche d'un juge d'instruction, d'un procureur, de penser qu'il y a un secret professionnel extrêmement fort. Il y a quelques semaines, quelques mois, on parlait du secret professionnel du médecin, vous savez, pour les affaires d'abus sexuels. Jusqu'où le médecin doit-il violer son secret professionnel pour aider des victimes d'abus sexuels? Le secret professionnel des ministres cultes, etc. C'est une notion forte qui doit être extrêmement respectée, le secret professionnel du magistrat, évidemment, hein, et le reste doit être subordonné à cela. Voilà, je crois que c'est important. Et quand j'étais jeune magistrat, j'étais un peu tout fou, je voulais faire de beaux dossiers, vous savez, on nous proposait des beaux montages avec des services d'enquête pour arrêter des malfaiteurs. Je m'étais aperçu que ça pouvait être un peu foireux leur montage et qu'au fil du temps, je dis souvent aux jeunes collègues, attention, tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à faire une belle affaire. Ne croyez pas ça, il y a des règles à respecter. Tant pis si on ne fait pas une saisie de drogue et si on ne fait pas telle affaire, mais on doit respecter ces principes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appliqueront à vous si vous êtes vous-même mis en cause. Il m'arrive souvent de dire à des services d'enquête, voire à des magistrats, quand ils sont dans la posture de l'enquêteur, de revendiquer une action forte, je leur dis aussi, si vous êtes dans la posture de l'accusé, ou dans la position de l'accusé ou du mis en cause, là, vous serez évidemment très demandeur du respect de vos droits, du respect de votre secret professionnel. Donc, pensez que la procédure pénale ne se divise pas entre les bons et les méchants, elle s'applique à tous les citoyens, et donc elle doit être protectrice. Alors, par moment, ça peut être un obstacle, un frein, une enquête, c'est vrai, il y a des portes qu'on n'ouvrira pas, tant pis, on ne fera pas un dossier, mais on doit d'abord, je crois, respecter ces principes, qu'on est les premiers à exiger à son profit, encore une fois, lorsqu'on est mis en cause. Merci, Monsieur Dess. Peut-être Élise Arfi ou Vincent Pénard en complément, en réaction peut-être à ce qui vient d'être dit. Oui, mais en fait, je constate finalement que notre profession d'avocat, particulièrement d'avocat pénaliste, fait beaucoup aussi fantasmer. Faut quand même avoir conscience que même nous, quand on fait un travail de défense, on n'est pas toujours dépositaire de la vérité absolue. Hein. Nous aussi, on travaille en fonction d'un dossier donné, de la version du client. Moi, je défends aussi des gens, mais je ne sais pas en fait s'ils ont commis ou pas commis les faits. Les faits, je les conteste, mais je ne sais pas s'ils les ont commis ou pas commis. Et je crois aussi qu'on fantasme beaucoup sur ce qu'on peut trouver comme mine d'informations dans les écoutes, dans la violation en fait du secret professionnel de l'avocat. Alors, il faudrait voir dans les rares affaires, ce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même très très rare. Voilà, mais il y a eu des affaires récemment. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs l'ancien bâtonnier de Marseille qui a été impliqué. Il faudrait voir si dans ce type de dossier où il y a eu des mises en cause très graves d'avocats, précisément, quelle a été la part apportée à la manifestation de la vérité par les écoutes. Ça, par exemple, ce serait important. Mais je ne suis pas non plus convaincue que quand même, quoi qu'il arrive, c'est toujours auprès de l'avocat qu'on va réussir à trouver la solution, le dénouement d'un dossier. Vous avez raison, vous savez, les services d'enquête un peu sérieux, ils ont compris ça depuis longtemps. Hein.
que l'avocat il fait son travail et que des éléments de preuve, il ne faut pas les chercher vainement dans des conversations téléphoniques, parce qu'un certain nombre de personnes se méfient de toute façon du téléphone, que ce soit un téléphone portable, un téléphone prépayé ou autre chose. Donc, vouloir prouver, accréditer une infraction par ce biais, ça me paraît un peu insuffisant. Donc voilà, après, je pense que on peut toujours avoir des enquêteurs qui feront feu de tout bois, qui voudront brancher la terre entière, etc. Ça s'est fait à une époque, mais aujourd'hui, on a une bête considération matérielle, financière. Tout ça a un coût, vous savez, les écoutes. Oui. Et donc, l'époque du filet dérivant, et moi, je l'ai fait il y a longtemps, où on mettait sur écoute pendant 1 an 20 personnes pour un petit trafic de drogue, c'est fini, ça. Et c'est au magistrat d'être très circonspect dans l'attribution des écoutes, la délivrance des écoutes, parce que c'est un coût, c'est du travail, et pas chercher à vouloir identifier la terre entière et impliquer tout le monde. Ça me paraît le reflet d'une forme de naïveté professionnelle, tout simplement, de penser ça. Alors peut-être que ça peut marcher un jour, mais je trouve que vouloir procéder de cette manière, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, si je puis dire, que d'essayer d'avoir des éléments de preuve sur des conversations professionnelles ou de journalistes aussi, en pensant que le journaliste est au contact de malfaiteurs, etc., etc. Pour moi, ça relève d'une forme de naïveté, sauf cas très particulier, qui peut toujours arriver, évidemment. Voilà. Et je mets surtout ça dans l'hypothèse du grand banditisme, vous voyez, c'est-à-dire finalement peu d'affaires, où là, les pratiques peuvent être très particulières. Mais dans les affaires de délinquance ordinaire, à quoi bon, je dirais? À quoi bon tout ça? Oui, moi je suis entièrement d'accord aussi avec ça. Vincent, peut-être en complément ou en réaction, Vincent Pénard. Oui, juste un petit mot sur. En fait, ça pose deux questions. La volonté, à un moment ou à un autre, de connaître un certain nombre d'informations qui pourraient être détenues directement ou indirectement par un avocat. Ça pose le problème d'un renforcement. C'est aussi un sujet d'actualité ou au moins d'une meilleure définition, d'une meilleure protection de ce qu'est le secret professionnel. Pour éviter justement que des atteintes puissent y être portées sans aucun encadrement légal. Je pense notamment aux réquisitions de Salette, puisque c'était ça le sujet. Donc ça pose une véritable difficulté. Et puis, peut-être que lors d'un prochain débat, on pourra parler aussi de l'aspect contradictoire des phases d'enquête qui permettrait de voir en amont les possibles atteintes qui seraient portées au secret professionnel, pas seulement que celui de l'avocat, mais celui du journaliste, celui du médecin, celui éventuellement du magistrat ou d'autres, des enquêteurs, etc. Rien n'interdit à un juge d'instruction de faire placer sur écoute, avec les réserves qu'on a apportées, un enquêteur, un magistrat, etc. Donc, le problème, c'est l'équilibre entre le besoin d'information et le besoin de vérité. L'avocat, il n'est pas détenteur de la vérité, ce n'est pas son métier. Il faut même qu'il s'en méfie. Moi, je ne demande jamais à mes clients de savoir s'ils ont commis ou pas les faits qui leur sont reprochés, parce que sinon, je ne ferme plus jamais la porte de mon cabinet et je vis avec ça toute la journée. Je ne veux pas savoir. C'est ma conception aussi de l'indépendance vis-à-vis du client. Je ne veux pas savoir. Je regarde ce qu'il y a dans le dossier, ce qu'on dit, et après, on discute. Mais là aussi, c'est cet équilibre entre le besoin de vérité, les nécessités d'une enquête, et aussi le besoin de secret, ce qui doit exister de manière intangible dans une société démocratique. Merci. Alors, avant que notre présidente Christiane Ferrachul fasse la conclusion, il nous reste un tout petit peu de temps. Je vous propose de faire un petit tour de table chacun d'une minute à peu près, c'est le temps qui nous reste pour chacune de vos interventions. Et, en quelque sorte, le mot de la fin, la conclusion pour vous, les constats, les espoirs, enfin voilà. Donc peut-être Élise Arfi, sur le mot de la fin, sur ce débat. Un mot de la fin pour dire que voilà, c'est un sujet, c'est un serpent de mer, l'affaire des écoutes des avocats. Moi, je sais qu'en pénal, on est toujours extrêmement prudent.
parce que ça entame évidemment la relation de confiance qu'on peut avoir avec nos clients. C'est de nature à détériorer cette confiance. Ce que je peux dire, c'est que je suis également consternée par l'affaire des fadettes liées aux écoutes diligentées au sein du parquet national financier. Je trouve ça consternant et comme disait monsieur le procureur général, c'est vrai qu'en plus je trouve ça stupide, je trouve ça idiot. La preuve en est, c'est que rien n'en est évidemment résulté de ces mises sur écoute. En revanche, ça cause un mal très grand à la profession. Encore une fois, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Les textes existent, ils sont pas, encore une fois, ils ne sont pas appliqués que de procédures dans lesquelles on voit encore aujourd'hui des retranscriptions de conversations avocat-client, avocat-famille du client qui portent sur le dossier, alors qu'il n'y a absolument aucune infraction dont l'avocat peut être soupçonné. Donc voilà, je ne sais pas si une réponse est à chercher dans une réglementation différente ou supplémentaire. Ça, je ne sais pas. La réflexion doit absolument être menée. Je crois qu'il faut aussi faire beaucoup de pédagogie auprès des services enquêteurs et évidemment auprès aussi des magistrats, mais surtout des services enquêteurs. Merci. Monsieur Dallest, le mot de la fin de votre côté? Ah, Monsieur Dallest, non? Allô, allô? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui, je disais que tous les moyens ne sont pas bons pour solutionner une affaire, quelle qu'elle soit. C'est ce que je dis et je rappelle souvent à des jeunes collègues. Et que on peut se retrouver soi-même mis en cause un jour, encore une fois, et on sera évidemment très demandeur de secrets professionnels à son profit, d'avoir de bons avocats pour vous défendre. Et encore une fois, on se positionne comme un enquêteur ou comme une victime, mais n'oublions pas qu'on peut être auteur ou mis en cause. Et c'est ça qui est important, qu'il faut rappeler constamment. La tentation de s'arroger des pouvoirs excessifs, à un moment ou à un autre, ça peut se retourner contre soi. Et encore une fois, lorsqu'on est de l'autre côté de la barre, et je l'ai connu, on attend de son avocat une grande confiance et une pugnacité. Et voilà, et je crois qu'il faut le dire régulièrement à des collègues magistrats notamment ou à des services d'enquête qui voudraient s'affranchir de toutes les règles pour une bonne cause, comme toujours. Il faut rester réaliste et lucide, garder ce petit recul qui me paraît de salubrité publique. Merci beaucoup. Vincent Pénard, en 30 secondes, 45 secondes, avant de passer la parole à la présidente. Même pas, Thomas. Merci. J'avais déjà l'œil sur la montre quand je suis intervenu tout à l'heure. Donc, c'était déjà mon mot de la fin. Parfait, nickel. Merci à tous les trois et je passe la parole à Madame la Présidente pour sa conclusion. Merci à tous pour vos contributions, pour ce débat. L'affaire des fadettes, qui est le point de départ et d'ailleurs la motivation de ce départ, soulève en fait plein de questions. Mais j'en vois deux qui me paraissent vraiment intéressantes et en tous les cas d'intérêt immédiat. Premier est en lien avec une question que m'a posée un journaliste qui était « Oui, mais ce n'est pas vraiment le contenu. Finalement, les fadettes, c'est les horaires, le nom. Bon. » Mais ce qui pose la question de la distinction que certains pourraient faire entre le contenu et le contenant. Et je me dis que ça ne sert à rien de se battre pour le secret professionnel et les avocats qui brandissent le secret professionnel s'ils ne s'intéressent pas aussi au contenant. Évidemment que de connaître le nom du client, ça a été dit tout à l'heure, évidemment le fait de savoir qu'on est à tel endroit, à tel moment, et ce sont des éléments qui participent du secret professionnel. Mais plus largement, ce que je dis, c'est que ça ne sert à rien de dire qu'on veut préserver le secret professionnel et dans le même temps d'échanger des éléments du secret professionnel par Gmail. Gmail, bien sûr, c'est un système sécurisé, en plus selon les paramètres, mais Gmail, c'est aussi adhérer aux règles qui prévoient que n'importe quel juge aux États-Unis, par une procédure de discovery, peut accéder
accéder à l'intégralité des éléments. Donc, il faut véritablement se préoccuper du contenant et, au-delà du secret professionnel, véritablement être alerte sur ce point. Et le deuxième élément qui, moi, me frappe, c'est que les autorités chargées d'enquête aujourd'hui ont des moyens qui se déploient. Moi, j'ai le souvenir de cette loi de mars 2014 qui avait fait couler beaucoup d'encre. J'avais eu le privilège de co-présider une commission parlementaire de réflexion sur le thème des libertés et du numérique à l'époque. Et je me souviens que toute la discussion avait porté sur la géolocalisation qui a été évoquée et aussi sur l'approche de la pêche à filet dérivant ou de la pêche au harpon. La question est, est-ce que je lâche mes filets et je collecte tout et dans le lot, eh bien, j'aurai des éléments qui peuvent être couverts par le secret professionnel ou pas? Alors certes, le Code de procédure pénale dresse une liste des lieux susceptibles d'abriter des documents couverts par le secret professionnel, ou aussi d'ailleurs le secret de la défense nationale. Il est impossible d'y pénétrer, d'installer, de retirer un dispositif de géolocalisation et très clairement, le code vise bien les locaux professionnels, le domicile des avocats, de l'ordre des avocats, de la CARPA, enfin on retrouve tout cela. On retrouve aussi les agences de presse, les véhicules professionnels, le domicile du journaliste. On a cette liste bien sûr et on voit bien que si le procureur de la République ou juge d'instruction soupçonne que le lieu dans lequel il envisage de faire procéder à l'installation d'une balise peut abriter des documents couverts par ce secret, alors il y a le Code de procédure pénale qui définit la règle. Mais on voit bien que l'exercice est à la fois de plus en plus compliqué pour les autorités chargées d'enquête, que les lignes et les frontières bien bougent, comme le plus difficile avec la démultiplication des moyens de porter ce secret professionnel deviennent de plus en plus difficiles à encadrer, on voit bien des glissements qui se font et des comportements qui tendent à mélanger ou s'octroyer des zones sur lesquelles il est urgent de ramener à la règle. Alors notre chance, c'est quand même d'avoir un garde des Sceaux sensibilisé au sujet. Et moi, j'ai tendance à dire que si lui, sur le thème du secret professionnel auquel il tient, si sur ce thème-là, il n'est pas en mesure de faire avancer les choses, alors sans doute que personne n'y arrivera. Mais en tous les cas, nous restons tous très mobilisés. L'affaire est grave, c'est oui, une affaire d'État qui mérite qu'on se penche sur la recherche de solutions urgentes et un rappel à l'ordre immédiat. Merci de votre attention, merci à tous d'avoir participé et à bientôt pour notre prochain e-débat.